un fils rejeté. Une saison de semailles et une saison pluvieuse étaient passées dans le petit village d'agriculture des oiseaux. Sarah et le petit Benson semblent s'épanouir dans la maison de ses parents, où ils étaient libres des désaccords constants du foyer d'Idahosa. Benson était encore fragile et parfois susceptible à la maladie, mais très vite les évanouissements avaient diminué et finalement s'étaient totalement arrêtés. Un après, midi, Sarah se reposait sous l'ombre d'un manguier, regardant les enfants jouer, se réjouissant d'un sursis du soleil tropical. Son dos lui faisait mal à cause du travail de la récolte d'igname pendant plusieurs jours, et elle était contente d'avoir l'occasion de se reposer. Elle a noté avec fierté que Benson était aussi grand que les autres enfants qui le surpassaient de 2 ans et demi ou 3 ans, et il semble être en très bonne santé par rapport au mois précédent. Sûrement ton père serait fier s'il pouvait te voir en ce moment, réfléchissait-elle pendant que les jeunes riaient et poussaient des cris perçants les uns les autres. Il serait heureux que je ne t'ai pas laissé dans la poubelle pour y mourir. Sarah regarda de loin, vit un homme qui était en train de se diriger vers elle, et elle était surprise. C'était son mari. « Jean, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, en sautant sur ses pieds dans une surprise choquante. « Je devais visiter une station de bois de construction qui n'est pas loin d'ici, » répondit-il, « et j'ai pensé que je dois juste venir voir comment est-ce que vous vous portez. »« Je vais très bien et Benson est également plus en forme qu'auparavant, » disait-elle, en inclinant la tête vers le groupe des jeunes à côté d'elle. Alors, elle posa aussi sa propre question. « Comment vont les autres enfants ? Ils se portent bien ? Les 2 aînés sont maintenant à l'école. »« Maman, maman !» Benson appela, en courant vers Sarah et l'attrapant par les genoux. Elle l'a soulevée et l'a perché à cheval sur sa hanche. « C'est ton fils Benson, » disait-elle fièrement à Jean. Le tout petit enfant regarda l'étranger avec un regard solennel. Il cacha timidement son visage contre l'épaule de sa mère. « Veux-tu rester et partager un repas avec nous ?» l'invita Sarah. « Oui, merci. » Jean répondit, avec un sourire sur son visage sévère. « Il y a longtemps que tu as préparé un repas pour moi. Je n'ai pas oublié ta sauce pimentée. Tu peux visiter mon père jusqu'à ce que la nourriture soit prête, » dit-elle, en s'inclinant afin que son genou puisse toucher le sol. « J'irai m'occuper de la cuisine. » Elle a traversé la cour de la parcelle jusqu'à la cousine et a posé Benson sur le sol pour jouer tout près d'elle, où elle pourrait avoir son attention sur lui. « C'est ton père qui est venu nous rendre visite, » disait-elle avec enthousiasme, « et il y reste pour le dîner. » La rencontre inattendue avec Jean s'est bien déroulée dans la soirée, et il a fini par y passer la nuit. Environ 3 semaines plus tard, il était encore de retour, et par la suite ses visites sont devenues plus fréquentes. Les mois de la séparation semblaient avoir adouci l'animosité entre eux, mais Sarah fait seulement des références occasionnelles à Benson pour ne pas provoquer la vieille querelle. Après que plusieurs semaines fussent passées, Sarah s'est rendue compte qu'elle était enceinte de son 5e enfant. En apprenant ceci, Jean lui conseilla de retourner dans son foyer, mais elle n'était pas à le faire. À cause de sa grande affection pour son Benson et l'indifférence continue de Jean envers l'enfant, Sarah a préféré rester avec ses parents, bien que Jean continuât souvent à les rendre visite. Mais finalement, après que le bébé soit né et Benson avait déjà 4 ans, Jean l'a convaincu d'aménager dans sa maison d'Agbo village près de la station de bois de construction où il travaillait en ce moment. Sarah a repris ses devoirs conjugaux, et pendant plusieurs années qui suivirent, elle enfanta encore d'autres enfants, mais Benson avait toujours une place spéciale dans son cœur. Jean, bien que content que Sarah soit revenue, était considérablement absorbé dans son travail comme entrepreneur de bois de construction et dans ses devoirs en tant que souverain sacrificateur de Juju pour la famille d'Idahosa. Selon la coutume, il avait la responsabilité d'enseigner la tradition au fils aîné, le frère aîné de Benson. Ainsi, cet enfant reçut plus d'attention de son père que tout autre enfant. Les années qui suivirent, Benson devint plus fort et plus en forme sous le soin vigilant de sa mère. Lorsqu'il eut 8 ans, Sarah a convaincu Jean de payer 1500 par mois afin qu'elle puisse inscrire le jeune Benson à l'école de la mission anglicane près leur village. Chaque matin, Benson allait en bande sur le sentier avec ses frères et sœurs aînés, et commença à apprendre cette langue étrangère appelée anglais que parlent tous les enseignants blonds de l'école.
Partir à l'école a stimulé Benson comme rien d'autre ne l'avait fait dans toute son existence. Il l'a trouvé excitant de commencer à apprendre une nouvelle langue et de découvrir que les pages d'un livre pouvaient lui parler. L'opportunité d'apprendre rétablit son esprit, de même que le soin attentif de sa mère avait restauré sa santé, et il est rapidement devenu l'un des meilleurs élèves de sa classe. Mais l'excursion de Benson dans le monde études était de courte durée. Après un an seulement d'école, son père s'est déplacé encore pour établir une autre station de bois de construction. Cette fois, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école parce que Jean était incertain de combien de temps son travail durerait à cet endroit. La prochaine année a encore apporté un autre mouvement, cette fois à Ewaso, le village des parents de Sarah. Benson a fait une deuxième année d'études à une autre école de mission anglicane. Il a été déçu quand l'année scolaire vint à son terme, et la vie reprit son train-train quotidien. Un matin, Benson, qui avait maintenant 11 ans, et le cadet des enfants aidait sa mère à rassembler les habits pour la lessive. Il se préparait à aller vers le ruisseau le plus proche où ils se baigneraient tous et laveraient alors leurs vêtements, quand soudainement Jean apparut dans la cour et appela Benson. « Je me demande ce qu'il veut. » Réfléchit Benson, laissant tomber le paquet des habits à laver et courut rapidement à travers la cour. « Le père ne m'épargne presque jamais. Je me demande s'il est sur le point de m'épunir. » Jean a fait signe et Benson l'a suivi à son siège où deux étrangers attendaient. Le garçon a regardé d'un visage à l'autre, confus quant à ce que tout ceci signifierait, et s'est senti très inconfortable. « Fils, ceux-ci sont des hommes qui travaillent pour mon frère Joseph qui habite à Algbank, » lui dit Jean ton très méthodique. « Je t'envoie vivre avec votre oncle Joseph pour travailler dans sa ferme. Ces hommes sont venus te prendre. » Benson s'est trouvé embarrassé, abattu par la nouvelle inattendue. Il était sur le point de poser une question quand son père a continué. « Quand j'étais petit, mon père m'envoya travailler à une ferme. » Il le lui expliqua. « Je pense que l'un de mes fils devrait avoir la même expérience que j'ai eue. » La question montait dans l'esprit de Benson. « Pourquoi seulement moi, père ?» Mais il est resté envieux, en regardant le sol et grattant la saleté de son orteil. Il a ardemment désiré se sentir près de cet homme éloigné qui était son père, mais il semble qu'il y avait un mur impénétrable entre eux. « Va rassembler tes choses, » lui dit brusquement. « Tu partiras tout de suite, il ne faut pas faire attendre ces hommes. »« Oui, père. » Benson répondit d'une voix à peine audible, en se retirant du siège et traversant lentement la cour. Sarah et les enfants l'attendaient impatiemment pour commencer leur voyage à la rivière. « Qu'est-ce que c'est, fils ?» lui demanda sa mère embarrassée par son visage sombre et la tristesse qui lisait dans ses yeux. « Venez ici, » lui répondit Benson, en entrant dans leur appartement et se penchant sur un banc délabré à côté de la porte. « Le père m'envoie, » lui a-t-il brusquement dit. « Je dois partir vivre à Algbank avec oncle Joseph et travailler dans sa ferme. 2 de ces hommes sont ici pour m'éprendre. Je dois partir immédiatement. » Ils se sont assis tous les deux en regardant le mausolée de Juju en face de la chambre pendant que la signification de ces mots coulait au-dedans de lui. Ceci signifierait la séparation avec sa mère, qui a eu une si grande affection pour lui. Il vivrait avec des gens qu'il n'avait jamais rencontrés, et on s'attendrait à ce qu'il fasse le travail d'un homme. « Pourquoi fait-il ceci ?» demanda Benson, en examinant le visage de sa mère. « Pourquoi veut-il se débarrasser de moi ?»« Je ne sais pas, fils, » répondit elle, en secouant sa tête. « Ton père et moi avons eu beaucoup de problèmes. Peut-être qu'il ne m'a jamais pardonné de l'avoir désobéi en te ramenant de la poubelle quand tu étais bébé. » Sarah a mis son bras sur ses épaules et la tira étroitement vers elle. Les larmes silencieuses coulaient sur ses joues et mouillaient ses cheveux doux. « Je crois qu'il est en train de déverser sa colère sur toi, mais ce n'est pas juste, je ne dois pas continuer à faire attendre ces hommes. » a dit Benson en sautant nerveusement sur ses pieds. « Mon père m'a seulement envoyé pour que je rassemble mes choses. Qu'est-ce que j'apporterai avec moi à Algbank ?» Sarah essuya les larmes avec le dos de sa main. « Je veux que tu prennes la natte d'herbe que j'ai faite pour toi, cela te rappellera au moins la maison. » Elle a répondu, en cherchant la natte au coin de la chambre. « Je dois faire sortir tes vêtements du paquet à bien laver. » En quelques minutes, le peu de biens que Benson avait ont été attachés dans un petit paquet qu'il pouvait porter sur sa tête. « Je prierai pour toi et ferai des sacrifices au Juju pour ta protection, »
Benson, disait-elle pendant qu'il était sur le point de sortir de la porte. Benson s'arrêta et regarda le mausolée derrière et puis sa mère. « Je n'ai aucun intérêt pour le juju, dit-il, et je ne crois pas que vos dieux entendent vos prières. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, tout ira pour le mieux. »« Benson, Benson, le père t'appelle, » hurla l'un des enfants, en courant jusqu'à la porte. « Je dois partir, » dit Benson, les yeux secs et résolus. « Au revoir, maman. » Sur cette parole, il s'en alla. C'était un voyage chaud et poussiéreux de 4 heures pour un gbank sur le porte-bagages d'une vieille bicyclette. Un homme pédalait le vélo sur lequel Benson était, et l'autre suivait sur une autre bicyclette portant le paquet où se trouvaient ses affaires. Les hommes qui accompagnaient Benson lui prêtaient peu d'attention, ainsi il commença à se poser des questions. Pour que ceci lui arrivait et comment sera sa nouvelle vie? Peut-être c'était de cette manière que son père voulait rembourser une dette à l'oncle Joseph. Il se pourrait que Léon Idahosa ne voulût simplement pas plus de bouche à nourrir, ou peut-être qu'il était offensé par le fait que son fils ne manifestait aucun intérêt dans l'apprentissage des rudiments d'adoration de Juju de Grey. Quelle qu'en soit la raison, le résultat était le même. Benson doit travailler comme un domestique aussi longtemps que son père l'a soumis à cela, et pour l'instant, son maître sera oncle Joseph. Je me demande si mon oncle me laissera aller à l'école. Réfléchit Benson. Il a voulu plus que toute autre chose obtenir une éducation. Ces 2 années limitées d'instruction ont seulement aiguisé son appétit. Il doit trouver un moyen de continuer. Avec inquiétude, Benson suivit les gardiens sur le chemin à la rencontre de son oncle, qui sortit de sa maison couverte de chaume pour les saluer pendant qu'il approcha de la parcelle. « Ah, certainement tu dois être Benson, le fils de Jean ?» dit l'homme, en lui tendant sa main. « Oui, monsieur, » répondit Benson, en saisissant sa main et s'agenouillant de manière à toucher le sol avec son genou, le geste tribal traditionnel qui démontre le respect pour les aînés. Il espérait que sa nervosité n'a pas été manifestée. « Ton père dit que tu ne connais pas grand-chose dans le domaine de l'agriculture, » lui dit oncle Joseph. « Je crois que nous devrons t'enseigner. J'espère que tu seras un bon ouvrier, c'est une grande ferme. » Les gardiens sont partis, et Benson a suivi oncle dans la cour de la parcelle, portant son paquet maladroitement contre lui. Une des épouses qui s'occupait de la marmite lui donna un bol de ragoût de piment rouge, le vrai repas pour souhaiter la bienvenue à une personne après le long voyage. Alors il rencontra les cousins avec qui il partagerait la maison. Ils étaient tout plus jeunes que lui, et immédiatement semblaient aimer Benson. Devant ces fermiers, il était le cousin le plus âgé et le plus sage et regardèrent avec une crainte respectueuse. Benson a son ragoût, puis oncle Joseph lui a montré là où ils dormirent. En dépit de sa jeunesse et de sa fragilité, les semaillaient la moisson des arachides, des ignames, du manioc, du gombo et d'autres récoltes sont rapidement venues une partie du travail ordinaire de Benson. D'abord, ses muscles lui ont fait mal à cause du travail inhabituel, et il amassait des ampoules qui étaient sorties sur sa main pour bien utiliser la machette et la houe. Mais bientôt son dos et ses épaules sont devenus vigoureux à cause de son effort quotidien. En plus des travaux des champs qu'il faisait, il travaillait également comme domestique. Il rassemblait et coupait le bois de chauffage pour les 2 épouses de l'oncle Joseph, puisait l'eau de la rivière la plus proche de la maison, rassemblait la boue pour la fabrication des masques d'argile et balayait proprement la cour avec un balai fait de paille. La nuit, il étendait sa natte d'herbe par terre dans la chambre principale de la maisonnette de son oncle. Chaque soir après le dîner, les cousins de Benson jouaient jusqu'au crépuscule, et il demandait souvent qu'ils se joignent à eux. Quelquefois il répondait en leur enseignant un nouveau jeu, ou en leur relatant une histoire. Leur favori était le conte au sujet d'Enua. L'un des ancêtres de Benson sont de la 5e génération. Enua était une garde spéciale de Liaz, nom utilisé en Edo pour le premier ministre du royaume de Benin. Liaz tenait la plus haute fonction à Benin nommé par l'Oba, roi, aux Andes, pour aider gouverner un vaste territoire tel que le royaume de Benin. Liaz tenait la plus haute fonction. L'Oba nomma plusieurs chefs sur les nombreux villages. L'ensemble de ces chefs composait le conseil d'Oba. Lianod, comme président du conseil et le commandant en chef des guerriers de Benin, était un homme très puissant. Il avait tant de pouvoir. En fait,
Il devint très fier de sa propre position et très jaloux de Loba. Tard pendant une nuit, Liaznod a reçu une visite mystérieuse d'un plus jeune chef qui habitait dans un village proche. Et Bunua, dont le devoir était de garder les quartiers privés de Liaznod, a entendu la conversation. Il était très gêné d'entendre que son maître complotait pour renverser Loba et prendre le contrôle du royaume, avec l'aide de quelques petits chefs qui voulaient avoir plus de puissance que celle qu'Oba les avait donnée. L'information concernant ce complot a mis Enua dans une position très précaire. Faut-il que son maître apprenne qu'il était au courant de ce complot? Sa vie serait en danger. Cependant, si Loba devait découvrir cela de lui-même, il ordonnerait le meurtre aussi bien de Liaznod, de gré que celui de ses gardes domestiques qui signifie qu'Enua mourra. Mais la loyauté à Oba est une tradition profondément enracinée des gens des Dobenin, ainsi Enua allait rapporter le complot à Oba. Et Benua a fidèlement travaillé pour l'Insnod a fait appel pour défendre le trône en assassinant le premier ministre traître. Quelques jours après, Enua a eu une opportunité. Discrètement, il s'est glissé derrière le premier ministre et l'a abattu avec une lance. Pour exprimer sa gratitude, Loba a donné un titre à Enua, Ezunio, ce qui signifie le commandant second au premier ministre de Benin, et lui a donné l'honneur de porter les perles de corail précieux qui n'est autorisé qu'à la royauté. Par conséquent, il a été permis aux épouses d'Enua de s'habiller comme les épouses d'Oba, avec les perles de corail et les coiffures raffinées, un privilège normalement interdit aux citoyens communs. À partir de ce moment jusqu'à nos jours, Benson conclura avec un épanouissement. Un membre de la famille d'Idaosa a toujours servi des onces dans le palais d'Oba avec le respect le plus élevé du roi. Un soir, après une dure journée de travail de sarclage des haricots et de découpage de bois de chauffage, Benson se reposait adossé sur le mur de briques en terre battue de la maison de son oncle, en regardant le coucher du soleil. Les enfants l'ont appelé pour les rejoindre au jeu, mais il était trop fatigué pour se déplacer, ainsi il regardait à distance. « Nous jouons l'école, et je suis le professeur », cria la fille la plus âgée. Le père a dit que nous devons commencer l'école demain. Benson manifesta l'excitation à la pensée d'aller à l'école. Sa lassitude apparut soudainement disparaître. Où il s'est étendu sur sa natte d'herbe cette nuit, il ne pouvait pas dormir car il envisageait comment il s'assiera dans la salle de classe du village, apprenant le contenu des livres fascinants qu'il avait vus. Si seulement il pouvait encore aller à l'école, il sera libéré de tous ces travaux de casse-dos de la ferme. Le matin suivant, plus tôt que d'habitude, Benson était debout en train de faire ses corvées dans la parcelle. Comme il était sûr que les femmes avaient du bois de chauffage cuit pour la cuisine, il a utilisé une gourde pour puiser l'eau de la pluie. Il mit alors les vêtements propres. À un moment où l'oncle Joseph avait fini son petit déjeuner, Benson s'approcha de lui là où il était assis dans la cour juste à côté de sa porte. « Oncle Joseph » commença-t-il en hésitant. « Les enfants m'ont dit hier soir que l'école du village s'ouvre aujourd'hui. Est-ce que je peux aller avec eux à l'école, s'il vous plaît, monsieur ?» Il s'est tenu avec attention, respirant à peine, étudiant le visage impénétrable de son oncle. Joseph termina de prendre sa tasse de gourde et la posa sur le sol. « Tu ne comprends pas, petit garçon ?» lui répondit-il, en secouant sa tête. « Ton père t'a envoyé ici pour apprendre l'agriculture, pas pour aller à l'école. » Benson la regarda d'un air incrédule, puis baissa la tête, en essayant de ne pas manifester sa déception. « Les fermiers ne doivent pas savoir comment lirait son oncle, continua. Et moi, je ne peux pas me permettre de payer encore une pension de plus pour l'école. En outre, toi et moi irons en brousse pendant plusieurs semaines pour poser des pièges dès que le festival Tegwe prend fin. Il n'y a plus de temps par l'école. » Benson ne pouvait pas croire à ce qu'il entendait. Si oncle Joseph ne peut pas lui permettre d'aller à l'école, alors tout son dur labeur était en vain. Est-il possible que mon père puisse payer mes frais de scolarité et que je commence lorsque nous viendrons de la brousse? Lui demanda le petit garçon, en ayant un brin d'espoir. Ton père t'a envoyé ici pour cultiver, pas pour aller à l'école. Joseph répéta impatiemment, en s'approchant de lui. Tu ne peux pas apprendre à cultiver avec ton nez dans un livre. Maintenant, dépêche-toi, va au champ. Je veux que tu finisses la récolte d'haricots aujourd'hui. Joseph a traversé la cour pour dire au revoir à ses enfants qui étaient sur le point de partir à l'école,
et laissa le petit garçon debout accablé et découragé. Benson marcha lentement dans son appartement, enleva ses vêtements propres, les replia soigneusement et les rangea. Alors, il apportait une culotte en lambeaux pour travailler avec au champ. Il a travaillé toute la journée comme un esclave sélectionnant les haricots, les ruisseaux de sueur coulaient de son corps. Mais pendant qu'il travaillait, son esprit était occupé à concevoir un plan. À la fin de l'après-midi, il a pu finir la dernière ligne et porta un gigantesque panier des haricots sur sa tête. Il retourna à la maison avec sur son visage un regard de détermination. Si oncle Joseph ne me laisse pas aller à l'école, doit trouver un autre moyen d'étudier. Réfléchissait-il. Mais je suis déterminé à ne pas être un fermier pour le reste de ma vie. Il y a plusieurs choses à faire dans la vie que de sélectionner des haricots ou moissonner des ignames.